Bonjour à tous. En première partie du débrief d'aujourd'hui et en actualité nationale, nous irons à Guerguerat, à l'extrême sud du Maroc, dans la zone reliant le royaume à la Mauritanie. La semaine dernière, le Polisario a encore déployé des hommes dans l'objectif déclaré de procéder au contrôle des véhicules de passage, dont les engins du rallye Monaco-Dakar. En seconde partie, après la pause, nous partirons à Washington et parlerons du livre à charge, publié en fin de semaine dernière par Michael Wolff contre le président américain. Nous examinerons les éventuelles retombées et les très certaines conséquences sur Donald Trump. Avec nous sur ce plateau, pour en parler, Driss Aissaoui, vous êtes analyste politique, Colonel Hassan Saoud, vous êtes ancien officier supérieur de la gendarmerie royale et actuellement membre de l'Institut royal des études stratégiques, et Naïm Kamal, habitué de ce plateau, grand habitué de ce plateau, directeur et fondateur du site quid.ma. Bonsoir messieurs et merci d'avoir répondu à notre invitation. On se souvient donc en août 2016, le Maroc avait asphalté quelques 4 km dans le no man's land séparant le territoire national de celui de la Mauritanie. L'objectif, en plus de faciliter le trafic commercial routier, était de démanteler les différents réseaux qui s'activaient dans cette zone. Résultat des courses, 600 carcasses de voitures avaient été saisies et les réseaux et filières contrebandières avaient été démantelés en hydrocarbures, en cigarettes et en devises. Naïm Kamal, on commence par vous. Avec un rapide retour en arrière, nous sommes en août 2016. Le Maroc donc entreprend les travaux d'asphaltage des 4 km séparant le Maroc de la Mauritanie. Est-ce qu'il avait le droit d'engager ces travaux? Naturellement, parce que d'abord c'est une question de sécurité. Il ne faut pas oublier que d'abord, avant d'entamer les travaux, et avant d'entrer dans les zones par des douaniers, des agents de police normaux, ce n'étaient pas des combattants de guerre. On a visé la MINURSO. Donc il a fait les choses dans les règles de l'art telles que définies par l'accord de cessez-le-feu de 1991 auquel avait présidé à l'époque Javier de Cuyar. Bien sûr, c'était devenu, il ne faut jamais l'oublier, une zone de non-droit où même la MINURSO n'arrivait plus à réguler tous les trafics, toutes les contrebandes, tous les dangers. Et quand on parle de contrebande, on ne parle pas seulement de contrebande de voitures, pas seulement de drogue, mais également un très fort trafic d'armement. Et on sait toute la sensibilité de la zone où elle conduit, puisqu'elle va jusqu'au Sahel, et on connaît la situation actuelle du Sahel et tous les dangers qu'il comporte. Donc il fallait d'un côté sécuriser un peu cette zone, la nettoyer, même si on peut trouver le mot un peu fort. Et le Maroc, et en plus, c'est une voie d'accès pour le Maroc, on ne peut pas le couper de son sud. On ne peut pas le couper de la Mauritanie, on ne peut pas le couper de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas le couper de toute cette région. Or, c'est ce que un peu, par à coup, le Polisario et ceux qui sont derrière le Polisario ont essayé de faire. Ils ont échoué, le Maroc a fait son travail dans les règles de l'art, comme je l'ai dit, et au moment donné, quand le secrétaire général, le nouveau Guterres, a fait appel au calme et a appelé les belligérants, si on peut les appeler, ce sont des belligérants, il faut les appeler un chat, de se retirer. Le Maroc avait obtempéré, le Polisario avait essayé de faire une sorte de Polisario parade dans la région pour s'assurer comme une force militaire. Mais bon, ça n'a pas marché puisqu'il a dû, à la limite, obtempérer après admonestation du Conseil de sécurité et du secrétaire général. Vous avez parlé, Naïm Kamal, de l'accord de cessez-le-feu de 91. Driss Aissaoui, comment se présente la situation dans l'extrême sud du point de vue de la légalité internationale et qu'est-ce que c'est que cette zone tampon dont on parle? En fait, c'est une zone, comme elle a été définie, une zone de no man's land, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une souveraineté d'un pays ou d'un autre. Mais c'est une zone qui sépare, et il était tout à fait normal de prévoir une zone qui permet aux deux parties, c'est-à-dire que ce soit la Mauritanie ou le Maroc, de pouvoir circuler, et le fait d'asphalter était une bonne initiative. Et depuis disons, 91, on a vu que le Polisario a essayé à maintes reprises d'occuper et d'intégrer cette, disons, parce qu'en fait, eux, ils la considérer comme un territoire libéré. Comme un territoire libéré, entre guillemets. Aujourd'hui,
la réalité et les faits ont démontré que non, et que ce qui s'est passé récemment et avant le mois de mars, avril-mars dernier, c'est exactement la même situation où il y avait un blocage. Il a fallu que le Conseil de sécurité, le secrétaire général monte au créneau pour dire non et demander aux policiers de se retirer. Le Maroc avait attiré l'attention à l'époque pour dire attention, c'est les germes d'une grande discorde, c'est les germes disons, de choses qui vont se passer à l'avenir. Conflagration. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé même avec récemment durant le week-end, c'était ça. C'est-à-dire le danger, quand tu empêches un rallye de passer, quand tu empêches du commerce qui se fait, il y a un commerce légal, tout à fait légal, qui doit passer par ces régions-là. Alors, il fallait que le Maroc, disons, attire l'attention et tire la sonnette d'alarme. C'est ce qui a été fait avec beaucoup de diplomatie. Est-ce que vous avez une idée du nombre? Là, on voit sur les images une file de camions, de poids lourds. Est-ce que vous avez une idée du nombre de camions qui passent par là, sachant que cette zone est finalement le lien entre l'Europe et l'Afrique, entre le Maroc et l'Afrique, mais aussi entre l'Europe et l'Afrique? J'avais eu l'occasion de travailler sur un événement qui s'est passé à Dakar. Et on devait monter le pavillon du Maroc sur les Africités. Et pratiquement tous les camions, ils étaient au nombre de 46. Alors imaginez tout ce qui se fait comme commerce avec la Mauritanie pour les légumes, pour les fruits, pour toutes les grandes denrées. Parce qu'en fait, l'arrière-pays de la Mauritanie, c'est le Maroc, il ne faut pas l'oublier. Et le roi Mohamed VI l'avait dit lors d'une visite à l'Aïoun, il considère que l'arrière-pays de l'Aïoun et du Sahara marocain, c'est la Mauritanie. Donc c'est naturel et c'est normal qu'il y ait ces artères de circulation disons, de biens et d'hommes dans cette région-là. Tout ceci étant dit, ce n'est pas un territoire, ça a été fait exprès, parce que nous avons deux belligérants, un de chaque côté. Il fallait s'assurer que l'on puisse observer justement de visu que les mouvements n'existent pas, que les troupes ne sont pas là, etc. Or, le Polisario a fait tout le contraire. Et je pense qu'il s'est mis dans une situation. Donc on peut considérer qu'il y a au moins quelques dizaines de camions qui plusieurs, pas dizaines, c'est des centaines de camions et de véhicules légers qui passent tous les jours. Il y a du grand commerce. Très bien. Colonel Hassan Saoud, quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui à Guerguerat? Et pourquoi on l'appelle Kandahar du nom de cette ville afghane soumise à toutes sortes de tumultes? Kandahar, ça voulait dire un peu le désordre. Ça voulait dire que dans cette partie de Guerguerat, il y a tous les trafics qu'on puisse imaginer. J'aimerais rebondir sur cette route qui a été asphaltée. Rebondissez. C'est en concertation avec l'ONU et la MINURSO. Parce que les Nations Unies se sont inscrites dans la lutte contre ce qu'on appelle la criminalité transnationale organisée. Et le fait d'apprivoiser cette route-là et de nettoyer tous les véhicules a permis, évidemment, de mettre un terme à un trafic international organisé énorme dans l'armement. Donc, il y a un problème de sécurité. Donc, le Maroc s'est inscrit dans le cadre de l'égalité en avisant la MINURSO des travaux qu'il allait entamer. Absolument, c'était concerté. Et le problème de sécurité qu'a posé Naïm est juste. Maintenant, la situation maintenant. Nous avons assisté malheureusement à une gesticulation inutile et infructueuse de la part du mouvement séparatiste. Voilà une route, comme vient de le dire Sidris, qui était normalement censée assurer la circulation des personnes et des biens. Parce que dans l'accord même, il y figure activité commerciale et civile autorisée, un trafic énorme commercial avec toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'était normal. Et voilà qu'un mouvement en fait un casus belli qui ne rime à rien. Il a fait avec des hommes armés, sachant que les Marocains, c'était des ouvriers, des travailleurs de génie civil qui étaient là-bas. Alors qu'en face, il y avait des hommes armés du Polisario. C'est des patrouilles de police qu'ils disent, eux, non armés, alors qu'ils étaient armés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des photos. Des contrôles abusifs. Quand vous demandez à un conducteur marocain qui va en Afrique d'enlever la vignette, quand vous procédez à l'extorsion de ce qu'ils ont dans la poche, je ne sais pas si ça ne s'appelle pas du banditisme de grand chemin. Et donc pour moi, c'est une gesticulation inutile. Et la preuve, c'est qu'après, ils se sont retirés. Et les rallyes
sur lesquels il s'était opposé a fini par passer sur injonction de la MINURSO, je dirais une pression amicale, et après une dénonciation ou une préoccupation du secrétaire général des Nations Unies. Les choses sont revenues au statu quo ante, Dieu merci, mais il va falloir qu'on prenne des mesures à l'échelon de l'ONU pour que de tels actes, certainement belliqueux, ne se reproduisent plus. C'est très important. Donc vous faites bien tous les trois d'insister sur le fait que c'est une route commerciale, parce que dans son communiqué du début de 2017, le secrétaire général de Nations Unies, Antonio Guterres, avait bien parlé de cette question commerciale. Et puis dans sa dernière communication, son porte-parole a dit ceci: le secrétaire général appelle les parties prenantes à exercer un maximum de retenue. La circulation de la population civile et le flux commercial ordinaire ne devraient pas être entravés et aucune mesure ne devrait être prise qui pourrait constituer un changement au statu quo de la zone tampon. C'est un peu plus qu'une pression amicale. Mais Idriss Issaoui, on est toujours dans cette zone. Et il y a un an, comment on peut interpréter cette réaction provocatrice du Polisario quelques semaines après l'élection de Brahim Ghali à sa tête? Est-ce qu'il y a une corrélation ou une causalité? Aujourd'hui, on est habitué, si vous voulez, aux tactiques du Polisario qui sont relativement connues. Il y a un certain nombre d'événements importants qui se sont déroulés. Le Maroc rejoint l'Union africaine, il a fait une demande pour la CEDEAO, il y a un rayonnement sans précédent du Maroc au plan diplomatique, au plan économique, etc. Il y a aussi le fait que le nouveau secrétaire général a manifesté la volonté de gérer ce dossier dans les enceintes des Nations Unies et avec, disons, les règles du droit international. Et ceci, il s'éloigne totalement de ce qui s'est passé avec l'ancien secrétaire général. Alors, le Polisario, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Alors, que peut faire le Polisario dans cette situation? C'est faire des escarmouches de ce genre, en espérant que ça puisse dégénérer, que les Nations Unies interviennent et que le Maroc se retrouve devant un fait accompli qui l'oblige à se défendre. Et en se défendant, on crée une situation de fait qui est dommageable pour tout le dossier. Donc, c'est tout à fait normal. Il a essayé de le faire auparavant, en essayant, si vous voulez, de préparer des mouvements de ce qu'on appelle le Polisario de l'intérieur. Donc, on a utilisé la carte des droits de l'homme, on a tout fait. Aujourd'hui, c'est une tactique bien connue. À chaque fois qu'il y a possibilité de se distinguer et de se rappeler au bon souvenir de la communauté internationale, ils le font. Et ceci étant, le Polisario n'est pas dans une situation, où, si vous voulez, de confort, parce que, d'abord, il n'a pas les moyens qu'il avait avant, parce que son commanditaire a aussi des problèmes. Il n'a pas le soutien qu'il avait dans les pays, disons, des pays européens scandinaves. Ce n'est plus d'actualité. Et il est obligé de mettre toutes ses forces à travers ce genre de choses. Et en tant que, soi-disant, franc de libération, il est obligé de se manifester de cette manière. Et c'est dans l'histoire de tous les mouvements qui sont de ce genre. Alors justement, Naïm Kamal, vous vouliez parler, vous allez parler. En face, il y a le Maroc qui a réagi sur deux plans. Un, sur le plan militaire, par une grande retenue, parce qu'on en parlera tout à l'heure avec le colonel Saïd. Une grande retenue tout en se préparant. Tout en se préparant. Et en deuxième lieu, autant qu'il y a une retenue militaire, autant il y a une grande offensive diplomatique et surtout légale. Comment a réagi le Maroc à cette affaire? Moi, je voudrais c'est-à-dire l'offensive, on l'a vu. Elle s'est faite par la voie diplomatique, par toutes les voies possibles et imaginables. Et l'ONU, la MINURSO, sur ce plan-là, ont fait leur travail de la même manière que la démarche marocaine, la position marocaine, ont été saines. Pour rétablir l'ordre. Mais ce que je voudrais surtout dire ici, pour cette dernière incursion du Polisario dans la zone de Guerguerat, c'est que, d'abord, il y a deux choses qui les dérangent essentiellement. Il y a une normalisation de la marocanité du Sahara qui se fait à l'échelon international. On la voit à travers, pour résumer, trois fenêtres. La première, c'est qu'il y a une activité économique dans laquelle vient s'appliquer
des pays européens. Et on voit leur agitation chaque fois qu'un pays, un État, un groupe industriel vient s'installer dans le sud du Maroc sans tenir compte des menaces et des gesticulations du Polisario et de ses commanditaires. La deuxième, on a vu aussi qu'il y a une activité internationale, à l'image de Crans-Montana, à Dakhla. On voit beaucoup de festivals qui se déroulent dans cette région et que du tourisme s'y développe. Et cette normalisation d'un espace qui est censé être non sûr apparaît à l'échelle internationale comme un espace sécurisé, stable, où on peut travailler, on peut produire et on peut faire du tourisme, on peut aller à la pêche et on peut faire des rallyes. Il y a cet aspect. Il y a également l'Union européenne, malgré l'arrêt de la Cour, qui est toujours en course dans les accords de pêche. On voit, il n'y a pas un jour qui passe sans que du côté du Polisario et d'Alger, on trouve une sortie, notamment de leur ambassadeur ou de leurs représentants auprès de l'Union européenne, pour dire vous travaillez en dehors de la légalité internationale ou la légalité européenne telle qu'elle a été définie par l'Union européenne. Puis, il y a des choses secondaires. Donc, il y a une forme d'épuisement. Driss l'a expliqué tout à l'heure en disant qu'il a perdu beaucoup d'appui dans les pays scandinaves, mais également en Afrique. C'est-à-dire tout cet ensemble de soutien qui était le bloc soviétique, qui était le tiers-mondisme soi-disant révolutionnaire en Afrique, a disparu. Et il y a une forme d'isolement pour le Polisario. Et bon, il y a également que le rallye de Monaco-Dakar, qui est venu remplacer le Paris-Dakar, qui a fui vers l'Amérique latine, parce que justement, à cause des menaces qui ont été rallye, mais qui a décidé de passer par là. Mais ce rallye qui a été relancé en 2009, il a établi des cartes de circuit pour que les concurrents et les participants au rallye puissent circuler, qui introduisent le Maroc, le Sahara comme une région marocaine. Ils sont passés le lundi 8. Quand on parle du Polisario et de ses gesticulations, ça sent que finalement ce que vous dites, Naïm Kamal, est la réalité, dans le sens où la situation se normalise. Colonel Saoud, quel est le rapport de force dans la région? Et est-ce qu'on peut considérer que le Polisario, avec ses gesticulations, ses rodomontades, est-ce qu'il a vraiment les moyens de sa politique, ou alors c'est seulement pour faire du... Je voudrais tout d'abord compléter certains éléments de contexte que Saïsaoui a évoqués. Les revers diplomatiques. Donc le dernier, la séquence chilienne, est un coup fatal porté à la diplomatie du Polisario, dont cette zone-là est un champ de prédilection. C'est très important, où la proposition d'autonomie avancée du Maroc a été accueillie très favorablement. J'ajouterai aussi les problèmes internes de dissension dans les camps de Tindouf, où cette population est séquestrée. Et un troisième élément, c'est évidemment une situation sociale dégradée. Alors, on arrivera à la situation sociale, s'il vous plaît. Quel est le rapport de force? Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Écoutez, il n'y a pas photo. On ne va pas comparer un pays organisé avec une bande de séparatistes qui n'ont aucun... C'est du mercenariat hétéroclite, mélangé avec... Parce qu'il n'y a pas que des Sahraouis, il y en a de partout au Polisario. Est-ce que ce qu'ils font aujourd'hui, pour être plus précis, est-ce ce que fait le Polisario aujourd'hui n'est pas pour tordre un peu, pour forcer un peu la main aux Algériens qui semblent avoir réduit ou annulé, suspendu leur soutien militaire? C'est une réduction des soutiens sous la pression, évidemment, sociale, parce que l'Algérie ne peut pas soutenir un mouvement éternellement comme ça. Mais, écoutez, elle est quand même en quasi banqueroute. C'est un parrain. L'Algérie est un parrain. Et je n'imagine pas qu'il puisse faire ces gesticulations sans l'aval de l'Algérie. Ça, c'est incontestable. Maintenant, comparer des forces, je ne le ferai pas.
parce que on va se mettre Parce à que un vous niveau- êtes ancien militaire et vous connaissez parfaitement les choses et qu'il n'y a pas photo comme vous le oui, dites. notre armée est organisée et il n'y a pas lieu de faire une comparaison. Prête et préparée, comme ce que disait je Naïm dirais- Kamal. Non, ce que je dirais. Vous disiez ça- vous ce disiez que ça il y a un j'ajouterais, instant. L'armée marocaine est préparée non seulement pour faire face au Polisario, qui est un détail dans l'histoire, mais pour protéger l'intégrité et l'unité territoriale du Maroc contre toute éventualité d'agression ou plus importante. J'ajouterais tout simplement que depuis qu'il a été élu, nous connaissons le Ghali. C'est un tempérament de va-t-en-guerre. Et sa personnalité a fait qu'il y ait un durcissement. Voilà, la période d'Abdelaziz. Il est connu pour sa brutalité, d'ailleurs. Il est très mandat de brutal. recherche en Espagne. D'ailleurs, poursuivi par certains tribunaux espagnols. pour Et donc, crime. c'est un criminel de guerre, il faut l'appeler ainsi, parce qu'il a fait beaucoup de un violeur. absolument. Il a fait beaucoup d'abus, aussi bien dans les camps que contre. D'ailleurs, on remarque qu'il ne se déplace pas beaucoup depuis qu'il est là. Il ne se déplace pas beaucoup, surtout pas en Absolument. Europe où il Et est sous donc, mandat. échec diplomatique, escalade militaire ridicule. Je m'en veux pour prendre le dernier défilé un peu comique. Clownesque. C'est du clownesque, vous avez raison. Et donc, c'est un mouvement en perte de vitesse et il se cherche le moyen d'attirer l'attention sur ce mouvement, d'autant plus qu'on est à la veille du mois d'avril où la question du Sahara marocain se posera et il doit absolument. reviendra sur Et la puis table le de pro- Conseil de Alors, la Driss et prolongation Issaoui, du justement, mandat de la Minurso, c'est clair. quand on entend tout ça, on peut se poser la question de que cherche finalement le Polisario avec cette dernière provocation de la semaine dernière, sachant qu'il n'a pas les moyens, sachant qu'il a des troubles sociaux extrêmement importants, avec les étudiants qui arrivent, qui ont été étudiés à l'étranger, qui arrivent et qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il cherche au-delà de ce que disait le colonel sur Au-delà la de réunion ça, du Conseil de sécurité, parce que c'est à la limite, ça ne se dit peut-être pas, mais c'est complètement stupide. C'est un acte C'est de peut-être pas la meilleure des choses à faire. C'est un acte de communication. C'est un acte de communication. La communication est encadrée par des situations. La communication, ça s'apprend, vous savez. De crise, comment? La communication, ça s'apprend parce qu'apparemment. Non, Mais c'est un besoin de non, visibilité. c'est un besoin de D'accord. visibilité. D'accord. C'est un acte de D'exister. communication D'exister, quoi. dans un sentier qu'ils ont tracé pour eux-mêmes. Ils doivent continuer à exister coûte que coûte. Ils n'ont pas les moyens, ils sont en perte de vitesse, ils n'ont pas de crédibilité, etc. Tout ça, quand on le rassemble, ils se disent que nous avons toujours la possibilité de faire le va-t-en-guerre et de créer la zizanie et de créer une situation instable où les forces internationales interviendront certainement parce que en fait, il y a un processus de victimisation derrière pour dire nous sommes en train de nous défendre, ils nous ont envahis, etc. Alors, quand on fait ça, c'est de toutes les manières, comme le rallye, il profite d'une couverture extraordinaire. C'était le meilleur moyen de dire nous existons encore, attention, il ne faut pas qu'on nous oublie. Très bien. Merci, messieurs. Nous reprendrons notre débat après quelques instants de pause. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du débrief. Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons de Guergarat et de la dernière intrusion du Polisario dans la zone tampon. Et dans quelques minutes, nous irons à Washington pour parler du dernier brûlot publié contre le président Donald Trump. Avec nous, Driss Issaoui, analyste politique, colonel Hassan Saoud, ancien officier supérieur de la gendarmerie royale et membre de l'Institut royal des études stratégiques, et Naïm Kamal, directeur fondateur du site Quid.ma, j'y arriverai. Et c'est à vous que je pose la question de la différence entre... QUID.ma, voilà. Donc, puisqu'on est d'accord, c'est à vous que je pose la question sur la différence qu'il y a entre les deux réactions, entre les deux intrusions du Polisario l'année dernière et encore cette année, sachant à quoi il devait s'attendre de la part des Nations Unies. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, tant du point de vue politique, du point de vue militaire, que du point de vue communication? Non, c'est sûr. La confrontation, si j'ose dire, entre guillemets, de 2016 n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Celle de 2016 a été une véritable fanfaronnade qui s'est installée dans le temps et qui a profité d'une conjoncture onusienne au niveau du secrétariat général, parce que Guterres n'était pas encore là, favorable, qui a joué, il ne faut jamais oublier
que Ban Ki-moon est parti en laissant la situation telle qu'elle était. C'est l'arrivée de Guterres qui a changé toute la donne, c'est-à-dire qui a repris les choses en main et mis fin à... Le secrétaire général qui connaît bien la région, qui connaît bien aussi les réfugiés, puisqu'il a été connaît bien la région, commissaire. etc. Mais il faut rester prudent parce qu'un secrétaire général, c'est d'abord, il doit tenir compte des équilibres, des membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, le groupe. Non, il ne faut pas... Je n'ai pas dit autre chose, je dis simplement qu'il connaît la région. En tant qu'ancien haut-commissaire des réfugiés, il avait été le premier à sortir le chiffre des 90 000 réfugiés Je dis ça parce qu'à commencer par moi-même... séquestrés à Tindouf. Je dis ça parce qu'à commencer par moi-même, nous avons souvent tendance à répéter que Guterres connaît bien la région, etc. Et que, comme si on sous-entendait que il serait favorable au Maroc. Je ne sous-entends rien, c'est exactement contrairement ou comparativement à son prédécesseur Ban Ki-moon, qui lui ne connaissait pas tout à fait la situation. Pour l'instant, il est dans une équidistance assez positive. Dans son rôle. Dans son rôle, ce qui n'était pas le cas de Ban Ki-moon. Là, c'était le Maroc qui était parti parce qu'il y avait une nécessité sécuritaire et économique et sociale dans cette région. On l'a dit dans la première partie, on ne va pas la répéter maintenant, qu'il y ait du trafic, des armements, de la contrebande, de la drogue, de voitures, toutes sortes de trafic, et qu'il fallait un peu mettre de l'ordre dans une situation qui était devenue, même pour l'ONU et pour la MINURSO, insupportable. Or, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que des membres des éléments du Polisario sont venus pour chahuter un rallye, une course automobile qui part de Monaco vers Dakar. Et là, on est dans autre chose. On n'est pas dans, ils ne sont pas là venus pour parer à une menace. Mais la finalité est la même. Non, mais il n'était pas... Oui, j'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure sur le positionnement médiatique, c'est sûr. Tu l'as dit encore auparavant en disant pour se rappeler au bon souvenir du monde, parce que le monde a tendance à les oublier, et c'est tant mieux. Et donc qu'ils fassent ce genre, ce qui les amène à des maladresses. Mais... Comme celle pour le rallye. C'était pour se donner une visibilité. Et ça a été vraiment la grande gaucherie. Alors justement, sur cette dernière question, sur ce thème, Colonel Saoud, le Maroc a participé la semaine dernière à une conférence sécuritaire panafricaine en Éthiopie. Dans quelle mesure peut-il impliquer, mobiliser et intéresser ces pairs africains aux liaisons fatales, aux liaisons dangereuses, aux liaisons criminelles du Polisario avec les bandes qui infestent et parcourent le Sahel? Dans quelle mesure le Maroc sécuritairement peut montrer tout ça? Vous savez, le Maroc a un background sécuritaire très important. Et l'école marocaine, nécessairement, la lutte antiterroriste marocaine est une école qui a fait ses preuves un peu partout, dans sa façon anticipative de lutter contre ce phénomène. L'Afrique étant menacée essentiellement par le terrorisme, à part évidemment les conflits claniques armés, mais le Maroc a un apport. Et il l'a démontré à plusieurs reprises dans sa façon de gérer certaines crises liées au terrorisme en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, etc. Et donc, il est un maillon essentiel, surtout que maintenant, il est dans l'organisation continentale. Et son rôle deviendra très important et de manière très formelle. Et je sais que tous les pays ont reçu évidemment l'adhésion du Maroc avec beaucoup de satisfaction et ils attendent du Maroc qu'il restitue son expérience aboutie. Alors je retiendrai cette expression de l'école sécuritaire marocaine qui est très importante. On va laisser le Polisario à cette turpitude et on traverse l'Atlantique pour arriver à Washington. Avait-il besoin de cela ? Lui, c'est le président américain Donald Trump, et cela, c'est feu et fureur dans la Maison-Blanche de Donald Trump. C'est un brûlot qui vient de sortir aux États-Unis la semaine dernière.
écrit par un journaliste très polémique, Michael Wolff, et qui est déjà numéro 1 des ventes dans plusieurs États aux États-Unis. On ne va pas dire dans tous les États-Unis, mais dans plusieurs États aux États-Unis. Et il est appelé à un brillant avenir, ce livre. Alors, vous trois, on fait un petit rapide tour de table sur ce qui vous a marqué comme révélation dans ce livre. D'abord, il y a le titre qui, en fait, qui est un contre-pied à Donald Trump. Il est tiré il a une connotation religieuse. Et Donald Trump est l'un de ses piliers, le pilier de sa stratégie, de toute sa communication, c'est le fait de vendre la religion comme étant un facteur intégrateur au niveau de la société américaine, qui pour lui est aujourd'hui impure. Et il souhaite, et il l'a dit, qu'il veut lui rendre sa notoriété, etc. Ce qui marque aussi, ce sont les faits, comment ils sont rapportés sur tous les grands dossiers. Pour ceux qui nous intéressent, la question du Quds, où il dit que l'engagement a été fait auparavant et que le lobby juif, c'est-à-dire il voulait s'assurer impérativement l'histoire que je vous donne ce que vous recherchez. Ce que Obama n'a pas donné, ce que les autres, les présidents républicains d'avant n'ont rien donné, moi je vous donne ça. Et ça, c'est une demande chère aux Israéliens. Ils l'ont obtenu et il l'a dit au moment de la campagne. Et parmi ses premiers actes, c'était cela. Et en essayant de mettre, si vous voulez, c'est un élément nouveau dans la gestion de ce dossier qui pose problème à tout le monde. Et lui, il en raffole. C'est-à-dire que ce genre d'actes et d'initiatives, pour lui, c'est ce qui le différencie des autres présidents, d'autant plus que, comme on dit, l'homme, c'est le style. Il a son style, il a sa manière. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui a fait toutes les... Il n'a pas payé des impôts. Alors, il n'a pas payé les impôts, ça ne l'a pas empêché. Dans ce livre, il est dit que finalement, il n'avait pas véritablement la volonté de il a essayé. C'était un grand coup de pub. On parlait de communication tout à l'heure. Un grand coup de pub pour l'Empire Trump. Alors, colonel Saoud, à vous, qu'est-ce que vous avez retenu de marquant de la part du président de la première puissance? Que ce livre-là, c'est un recueil après une immersion à la Maison-Blanche avec l'entourage. Et donc, c'est des anecdotes. Un témoignage de première main. De première main, dans lequel il y a beaucoup de domestiques. Inspiré par Steve Bannon, qui est l'ancien stratège, on en parlera tout à l'heure, de Donald Trump. À décharge pour Bannon qu'au moment où Donald Trump chutait dans les sondages préélectoraux, lui, il a relevé et c'est lui qui lui a permis de remonter. Ce qui m'a frappé... C'est lui l'artisan de sa victoire, effectivement. Absolument, c'est le grand stratège. Ce qui m'a frappé, c'est que ce livre a démontré toute l'impréparation et du candidat et de l'entourage. Et évidemment, ces intrigues dans le sérail de la Maison-Blanche et des règlements de compte, c'est une lutte acharnée au sein de l'entourage. Ça veut dire que l'homogénéité n'était pas là. Et ça veut dire aussi que le bonhomme était sûr qu'il ne passerait pas. En fait, il décrit un grand cafouillage dans la Maison-Blanche, déjà lors de la campagne électorale, et puis après dans on va peut-être y revenir. Et puis, il y a ce côté domestique du président. Sa brosse à dents, la serrure dans la porte de sa chambre à coucher, les télévisions. 3 télévisions. Et puis le hamburger. Parce qu'il a peur d'être empoisonné. Cheeseburger, pour être précis. Un cheeseburger, exactement. Mais ça, c'est de la... Je ne sais pas, c'est un peu mégalomane. Et puis, c'est schizophrénique. Et évidemment, ça pose la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce bonhomme-là, à la tête de l'emploi, au propre comme au figuré, tout le monde est unanime, il ne l'a pas. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Un peu tout ça, ce qui vient d'être dit. J'ai retenu d'abord cette... et c'est ça ce que je... Enfin, s'il y a quelque chose qu'on ne savait pas, c'est qu'il ne voulait pas être président et que pour lui, toute la campagne présidentielle était une campagne de publicité pour son groupe. C'est ce qu'amène ce livre. Pour le reste, on a une idée assez, depuis qu'il est là, depuis la campagne, on a une idée sur le personnage, même sur ses relations avec son épouse. Je ne sais pas, on s'en rappelle tous que, le livre dit qu'ils ont une relation... On parle de larmes de tristesse de Mme Trump non, mais surtout, le jour de l'annonce des résultats. On nous dit qu'ils ont une relation exécrable, qu'ils font chambre à part, etc. Et ça, on n'avait pas besoin de ce livre pour le savoir. Moi, je me rappelle d'une scène, enfin, on le voit sur la photo. D'une image
à l'aéroport d'Israël, en visitant Israël. À un moment donné, en descendant de l'avion, arrivé au tarmac, il essaie de lui tenir la main et elle qui retire sa main. Et moi, ça m'avait marqué et j'avais déjà eu ce pressentiment que, en fait, c'est plus de la décoration qu'autre chose. Alors, si vous permettez, on a fait le tour. J'ajoute rien qu'une petite chose. Moi, ce qui me gêne dans ce livre, c'est qu'il n'a pas beaucoup de sources identifiables. Le recours permanent à l'entourage, c'est vague. Or, ce genre d'ouvrage devrait être, et c'est là, peut-être son point faible. Alors, on reste avec vous, puisque ce bouquin a été écrit par Michael Wolff. Michael Wolff est lauréat de l'Université Columbia, est journaliste, mais il a toujours manifesté un certain rejet de la profession de journaliste. Alors, cet homme est journaliste de formation, donc il est nihiliste de tempérament. Est-ce qu'on peut considérer que ce livre-là peut être crédible et qu'il peut faire véritablement du mal au président, vu la source de son auteur? Vous savez, on a l'impression que tout glisse sur Trump. Parce que le Trump qu'il nous décrit, on le connaît. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais sortir du livre pour aller vers ce qui s'est passé en Iran cette semaine, le soulèvement en Iran. Les deux chefs d'État, enfin, le seul chef d'État et le seul Premier ministre qui ont pris position publiquement pour les insurgés d'Iran contre les mollahs et les conservateurs, c'est Trump et le Premier ministre israélien Netanyahou, Benjamin Netanyahou, qui ont pris. Et là, on ne comprend plus rien. Voilà un chef d'État qui vient de reconnaître Jérusalem, Quds, comme capitale d'Israël. Un Premier ministre qui, qu'on sait, n'est pas l'ami des Arabes pour les raisons multiples et variables. Et le meilleur moyen de porter du tort aux insurgés et d'aider les mollahs, c'était de prendre position pour les insurgés, publiquement. Ça permettait aux mollahs de dire ce qu'on vous dit, c'est la main de l'étranger, c'est la main des Américains, c'est la main d'Israël. Surtout qu'en même moment, il y a eu des bombardements israéliens sur Damas. Donc, tout ça, alors, soit c'est de l'amateurisme, soit que vraiment, ils n'ont pas envie que les mollahs partent de l'Iran et que ils en ont encore besoin pour... Vous êtes gentil, vous parlez d'amateurisme. L'idée qu'on dégage du livre, c'est de l'incompétence au mieux et de l'irresponsabilité au pire. Oui. On peut dire ça comme ça. Mais colonel Saoud, vous avez posé une question précise. Est-ce que ça va faire du mal à Trump? Calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est clair. Surtout que ce bonhomme-là est en bas dans les sondages, record depuis 70 ans. Oui, mais on dit aussi parler de moi en bien ou en mal, mais parler de moi quand même. Donc on peut se poser la question. 37% des Américains ne sont pas contents de ce monsieur-là. Et donc, il y a un problème. Et je suis sûr que le Fire and Fury va enfoncer le clou. Alors, avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit sur le président américain, et surtout les soupçons aujourd'hui judiciaires d'une collusion entre des membres de sa famille, l'auteur parle du fils directement, avec les Russes, est-ce que vous pensez à un moment, Donald Junior, est-ce que vous pensez qu'à un moment où Donald Trump ouvre tous ces fronts diplomatico-militaires, et avec tout ce qui a été dit sur lui, est-ce que vous pensez qu'il aurait encore véritablement de l'influence sur son armée? Est-ce que son armée peut suivre, par exemple en Corée, par exemple dans ce qui se passe au Moyen-Orient, est-ce qu'elle peut suivre? Ou alors est-ce qu'il y aurait une réserve? Parce que ça arrive aussi. Les États-Unis, c'est un pays démocratique. Le pouvoir de guerre, le pouvoir est entre les mains du pouvoir, il est très bien encadré, et il y a les contrepoids du Congrès américain, et donc les choses sont réglées de ce côté-là. L'armée est sous l'autorité du pouvoir politique, c'est clair, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Maintenant, quel est le problème qu'on lui reproche? C'est que c'est le manque d'écoute. Il est incapable, dans le briefing des services de renseignement, de rester plus d'un quart d'heure. Tellement il n'avait... Un quart d'heure? Eh oui. Quand on veut le briefer, il y a une inversion. Il n'arrive pas à se concentrer.
On a dit aussi qu'il avait arrêté la lecture de la Constitution au 4e amendement. Au 4e amendement, il s'est arrêté avec Nuremberg, là, son conseiller. Eh bien, le bonhomme, il est dans la rapidité, il est dans la tweetomanie. C'est ça son mode d'action. Et on ne peut pas gouverner la première puissance mondiale. Plutôt, vous avez des chiffres sur ça? 6 tweets par minute. 2470. Vous voulez répéter ça, s'il vous plaît? 6 tweets par minute. 6 tweets par jour, je veux dire. Par jour. Voilà, très bien. 2470 par jour de aussi, novembre mal, hein. à 6 novembre. Tweets par jour pour un président, pour un chef d'État. 6 tweets par jour, je m'excuse de l'erreur. Ouais. Et c'est infernal. On dirait qu'il n'a même pas le temps de faire ça. Il a, depuis son élection, 42 millions de followers, alors qu'il en avait 13. Et quand vous voyez la distribution des tweets, c'est Obama en premier lieu, c'est Clinton, et puis c'est les médias. Donc, cette tweet, on l'appelle le serial Twitter. C'est très grave. Et évidemment, pour aller dans ce que disait Naïm Kamel, il faut quand même qu'on parle du gouvernement de l'ombre à la Maison-Blanche. Ouais. C'est le Jaravanka. C'est sa fille et son gendre. C'est le nerf de la guerre à la Maison-Blanche. Voilà. On lui prête aussi des ambitions présidentielles. Présidentielles, non, c'est plutôt sa femme. Vous savez qu'il est juif. Et il s'est marié avec Ivanka qui s'est converti au judaïsme pour transmettre l'affiliation juive à la progéniture. La progéniture dans le judaïsme se transmet par la maman. Par la mère. Et c'est le trait d'union entre la Maison-Blanche et tout le lobby juif dans les plus... c'est pas un mal d'être juif, le problème c'est son rapport au sionisme. Non, son rapport à Netanyahou. C'est ça. Mais c'est le sionisme, si vous permettez mon colonel. Moi je pense que le fait d'avoir placé et positionné sa famille, c'est vraiment c'est quelque chose d'inouï et d'inédit dans les démocraties du monde entier. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu un président arriver avec sa famille pour les mettre dans des postes sensibles. Son gendre, sa fille, son fils, etc. Son gendre, Jared Kushner, s'occupe du dossier moyen-oriental. Absolument. C'est lui qui est en charge du dossier moyen-oriental. Alors, très bien. Maintenant, ça aussi, c'est pas un mal, mais il n'en a pas les compétences, apparemment. On a oublié de dire une chose. Dès qu'il y avait les premières... Si tu permets ça, parce que tout à l'heure, hors antenne, tu as dit que... Je vais lier les deux et je te laisse la parole. Laissez-le finir d'abord, après vous réagissez si vous voulez. Moi, j'aime bien écouter Naïm Kamel. Voilà. Il n'est pas comme toi, lui. Tu disais que la manière dont il avait essayé d'interdire le livre est scandaleuse et que dans n'importe quel pays au monde, il aurait été dénoncé comme une intrusion et une atteinte à la liberté d'expression. Grave. Or, il n'en a pas été ainsi aux États-Unis. Ouais, le livre est sorti tout de même, parce qu'on ne lui a pas laissé le temps d'interjeter auprès du ministère de la Justice. Maintenant, également, on se rappelle quand Sarkozy avait essayé de placer son fils dans une... À la défense. À la défense. Mais ce n'est pas une institution. Il y a eu un scandale. Là, encore une fois, il place sa famille, ce qui est contraire aux us et coutumes de la démocratie, et personne n'en fait grand cas. Oui, mais attendez. Alors, il y a autre chose. S'il vous plaît, avant de dire ce que vous avez à dire, Driss Aissaoui, tout ce que vous dites est vrai et juste. Il a essayé d'interdire le bouquin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce livre, beaucoup de confidences, beaucoup de choses intimes qui ont été dites. Et pourtant, Steve Bannon, qui a été la première source, la première muse de Michael Wolff, a reflué en désordre. Il a été démissionné de Breitbart, qui est son site d'extrême droite, que la popularité du président n'a pas été véritablement atteinte depuis 5 jours que ce livre-là. Donc, quelque part... vous essayez de vous faire plaisir peut-être, mais la popularité du président est la même, elle ne bouge pas. Nous n'avons pas d'indice de mesure de sa popularité ici, sincèrement. C'est notre perception des choses. Internet. Parce que, non, on le voit sur Internet, c'est une chose. Mais être dans le mouvement, être à Washington ou être dans la Louisiane, etc., c'est autre chose. Parce que nous n'oublions pas, il y a une politique intérieure qui n'est pas du tout une politique qui va permettre... Elle va conforter... très favorablement le point de vue américain, le rêve américain. Moi, je ne paye pas l'assurance maladie à quelqu'un qui ne travaille pas. Moi, je fais ceci.
L'Américain, c'est celui qui a son chien, sa petite maison, donc son pavillon, etc. Ça, il est en train de le conforter. Et dans les États les plus réactionnaires, il a le vent en poupe. Mais, ne l'oublions pas, c'est un pays démocratique où des voix se sont élevées, ils vont s'élever. Je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à l'impeachment, ça c'est un peu long. C'est un truc qui ne va pas probablement se passer. Mais aujourd'hui, on voit la réaction des élus républicains en la faveur du président. On peut se poser des questions sur la procédure d'impeachment. Je ne pense pas que ça puisse... Je ne pense pas, mais nous sommes de toute façon, l'impeachment n'a jamais abouti aux États-Unis. Même avec Clinton. Même avec Nixon. Nixon a démissionné avant. Oui. Il a démissionné avant. Il a précédé. Mais il y a le 25. Il y a deux procédures. Il y a au niveau de la Chambre des représentants et au niveau du Sénat. Il y a le 25. Et pour Clinton, est arrivé au niveau du Sénat. C'est un processus. Ce qui est important. C'est une mise en jugement. Ce qui est important en relation avec le livre qui vient de sortir sur Donald Trump, c'est qu'il remet en cause sa stabilité psychique et mentale. Et il est très qu'il est sensible. incapable de diriger. Donc c'est très important. Et le 25e amendement de la Constitution américaine donne au ministre de Trump, c'est-à-dire à majorité de 5 plus 1, enfin la moitié plus 1, de saisir le Congrès pour dire que le président, nous constatons que le président n'est plus apte et la procédure peut être engagée. Donc on ne sait pas par quel biais on va essayer de le bloquer. Pardonnez-moi, mais le diagnostic d'une mauvaise santé mentale, excusez-moi Naïm Kamal, le diagnostic d'une mauvaise santé mentale doit être fait par des professionnels, des psychiatres. Or, au début de sa présidence, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et il y a eu un communiqué de psychiatres qui ont dit qu'on ne peut pas préjuger ou juger de la santé mentale d'un homme, quel qu'il soit, s'il n'était pas dans votre cabinet de psychiatre. Or, ça n'a pas été le cas. À moins qu'il soit complètement fou allié, ce qui n'est pas le cas. En plus, une psychanalyse ou une psychanalyse, ça dure longtemps. On ne vient pas au bout d'une séance d'1 heure ou de 2 heures, ou même de 10 heures, de plusieurs séances de 10 heures ou de 20 heures, déclarer quelqu'un inapte psychiatriquement. L'impeachment, c'est Aziz, est un acte politique. Il n'a jamais été ni juridique ni judiciaire. Et il passe par une procédure Congrès, Sénat. Ça prend du temps. Or, ça prend du temps. Or, il a une majorité au Congrès. Et il a un socle très solide dans ses adhérents. Je ne pense pas qu'en l'état actuel des choses, cette procédure d'impeachment puisse aboutir parce que, comme disait Issaoui, elle est compliquée et elle est difficile à réaliser. Non, il y a deux phases. Elle passe par la Chambre des représentants puis par le Sénat. Absolument. Elle peut passer par la Chambre des représentants dans une mise en accusation. Après, c'est le Sénat qui décide. Oui, d'abord, il faut la mise en accusation. Donc, ce que je voulais dire. Ça dépend des élections demi-mandat qui auront lieu dans moins d'un an. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Il y a dans une année ou moins d'une année maintenant les élections à mi-terme. Intermédiaires. Les intermédiaires à mi-terme. Et que, d'ailleurs, traditionnellement, ça rééquilibre le pouvoir. Et généralement, d'ailleurs, il a récemment perdu l'élection, le Parti républicain. Voilà. Très important. Et dans un État républicain. Donc les choses vont être plus claires dans une année. C'est-à-dire qu'on aura, savoir si une majorité des républicains est reconduite, ça va être difficile de le déloger avant la fin de son mandat. Parce que d'ici là, il y aura certainement du nouveau dans le rapport, dans la mission du procureur fédéral, Robert Mueller. Ça, c'est un autre volet. Ils sont en train de discuter. Est-ce qu'ils peuvent l'interroger? Comment l'interroger? Est-ce que par écrit? Est-ce qu'oralement? Il reste 8 mois pour les élections. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Peut-être qu'on s'approche de lui. On s'approche de lui. On essaie de cerner. Mais aujourd'hui, même les républicains, il y a des républicains. Il ne faut pas oublier qu'il est survivant. C'est un survivant, Donald Trump. Il a connu pas mal de déboires dans sa vie et pourtant il a toujours rené de ses cendres. Les républicains font avec aujourd'hui, parce que les républicains ne l'aiment pas non plus. Enfin, les notables républicains ne l'aiment pas non plus. Et il les a supplantés. Aux primaires. Et ça, il est passé par-dessus leur tête. Et il y a aujourd'hui quelqu'un qui est très important, c'est le président. C'est ce qui explique les tweets. C'est le président. Oui, c'est explique les tweets. Il est sorti de l'establishment. C'est comme ça qu'il a réussi. Il est passé, il a doublé les médias, les grands médias. Il a doublé. Alors on va laisser faire les Américains et on va voir parce que le temps nous presse et que nous sommes obligés d'en arriver donc à la fin de cette émission. Merci à vous pour vos
éclairages. Je sais que vous voulez dire encore beaucoup plus, mais enfin, on le dira peut-être une autre fois. Merci à vous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Restez sur Média 1 TV. L'information et le divertissement continuent. Merci.